Imagine un médecin de famille, pas un inconnu, pas un visage caché dans une rituelle, un homme en blouse, calme, poli, installe au centre d'une petite communauté, un homme à qui des familles ouvrent leurs portes parce qu'il représente normalement une chose simple, la confiance. Maintenant, imagine que pendant des années, ce même homme entre chez des patients âgés, ressort quelques minutes plus tard, signe des documents, parle de mort naturelle et que presque personne ne remet vraiment sa parole en question. L'histoire d'Harold Shipman ne commence pas par une course-poursuite, ni par une scène de crime spectaculaire, elle commence par quelque chose de beaucoup plus banal. Un testament, un document de quelques lignes qui ne devrait pas être là. En 1998, une femme découvre que sa mère, Kathleen Grundy, aurait laissé une grande partie de son patrimoine à son médecin. Pas à sa famille, pas à ses proches, à son médecin. Et ce détail va ouvrir une porte que personne n'était prêt à franchir. Derrière cette porte, il y a l'une des affaires criminelles les plus glaçantes du Royaume-Uni. Non pas parce que le coupable ressemblait à un monstre, mais parce qu'il ressemblait à quelqu'un que tout le monde croyait pouvoir croire. Aujourd'hui, on raconte l'histoire de Harold Shipman, de sa naissance à Nottingham jusqu'à sa mort en prison. Et surtout, on raconte comment un homme a pu cacher l'impensable derrière un métier qui inspirait le plus de confiance. Harold Frederick Shipman, né le 14 janvier 1946 à Nottingham, en Angleterre. Il grandit dans une famille modeste, dans une Angleterre d'après-guerre, encore marquée par les restrictions. Les habitudes strictes et une certaine idée du respect de l'autorité. Dans les récits biographiques, un élément revient souvent, sa mère, Vera. Elle occupe une place importante dans sa jeunesse. Quand Harold est adolescent, elle tombe malade d'un cancer du poumon. À la maison, il voit les médecins intervenir, il voit les injections destinées à soulager la douleur, il voit la médecine entrer dans l'intimité familiale. Il faut faire attention ici, personne ne peut prouver que cet épisode explique ce qu'il deviendra. On ne peut pas transformer un souvenir d'adolescent en mobile criminel. Mais ce moment reste marquant dans son histoire. Parce qu'il relie très tôt, dans son esprit, la maladie, les injections, le contrôle de la douleur et la mort. Quelques années plus tard, Shipman choisit la médecine. Aux yeux de la société, ce choix le place du bon côté. Celui de ceux qui soignent, ceux qui aident, et de ce qu'on appelle quand tout va mal. En 1966, Harold Shipman épouse de Primrose Oxtoby. Le couple aura 4 enfants. En 1970, il obtient son premier diplôme de médecine à l'université de Leeds. Sur le papier, tout ressemble à une trajectoire stable. Un jeune médecin, une famille, un métier respectable, une vie qui s'installe. Il commence sa carrière à Pontefract General Infirmary, puis devient généraliste à Tomerdon. À ce moment-là, rien ne laisse à imaginer au grand public ce que les enquêtes révéleront plus tard. Mais il y a déjà un premier signal. En 1975, Shipman est pris dans une affaire de prescription frauduleuse de peptidine. Un opioïde, il a falsifié des prescriptions pour sa propre consommation. Il quitte alors son poste et passe par une forme de prise en charge liée à cette addiction. Il y avait déjà une alerte, pas une preuve de meurtre, pas une condamnation pour violence, mais une preuve qu'un médecin avait abusé de son accès aux médicaments. Et pourtant, quelques années plus tard, il pourra continuer à exercer. En 1977, Shipman arrive à Hyde, dans le Greater Manchester,
Là, il devient un médecin généraliste. Il construit une patientèle. Il s'installe dans le décor quotidien des habitants. Il n'est pas seulement un professionnel de santé, il devient une figure locale. C'est justement ce qui rend l'affaire si perturbante. Un tueur inconnu provoque la peur, mais un médecin connu provoque autre chose. Une impossibilité mentale. Les patients ne voient pas seulement un homme, ils voient son titre, son bureau, son stéthoscope, ses ordonnances, sa capacité à expliquer la mort avec des mots médicaux. Au fil des années, Shipman gagne une image d'homme efficace, direct, parfois froid, mais compétent. Des patients l'apprécient, des familles lui font confiance. Dans beaucoup de cas, il se rend au domicile des personnes âgées. Un cadre intime, discret, difficile à surveiller. La plupart des meurtres attribués à Shipman suivent une logique qui fait froid dans le dos parce qu'elle s'appuie sur la normalité. Il rend visite à un patient, souvent une personne âgée. Il administre une substance mortelle, le plus souvent de la diamorphine, un opioïde utilisé médicalement dans certains contextes. Puis il signe des documents, parle de causes naturelles et modifie parfois les dossiers pour faire croire que la personne était plus malade qu'elle ne l'était. Ce n'est pas un mode opératoire spectaculaire. C'est pour cela que ce mode opératoire a duré aussi longtemps dans le temps. Dans l'imaginaire collectif, un meurtre peut laisser un chaos. Il faut comprendre le contexte. Quand un médecin de famille dit qu'une personne âgée est morte naturellement, beaucoup de familles acceptent. Pas parce qu'elles sont naïves, parce que c'est le rôle social du médecin. Il porte une autorité, il connaît les termes, il sait remplir les papiers, il sait expliquer. Et surtout, il intervient souvent au moment où les pros sont sous le choc. Dans ces minutes-là, on ne cherche pas un assassin, on cherche à comprendre, à pleurer, à organiser les suites. Shipman utilisait ce moment de vulnérabilité. Chez Shipman, il laisse un certificat. Avec le recul, il y avait des anomalies. Les patients qui semblaient relativement stables, qui mouraient soudainement, des décès qui survenaient peu après son passage, un nombre inhabituel de certificats, des crémations, des dossiers médicaux qui plus tard paraîtront incohérentes. Mais une anomalie isolée peut toujours expliquer, une personne âgée peut mourir soudainement, une famille peut ne pas demander d'autopsie, un médecin peut se tromper dans une note. Le danger, ici, c'est l'accumulation. En mars 1998, une autre médecin, Linda Reynolds, signale ses inquiétudes. Elle est préoccupée par le nombre de patients de Shipman qui meurent et par les circonstances de ses décès. Une enquête policière confidentielle est lancée. Mais en avril 1998, cette première enquête se termine sans suite. Les soupçons sont jugés insuffisants. Et c'est peut-être l'un des passages les plus durs de l'affaire. Après cette enquête manquée, Shipman tue encore 3 patients avant son arrestation. Dans une histoire de fiction, ça serait le moment où tout bascule. Mais dans la vraie vie, il aurait fallu un autre détail, un testament. Kathleen Grundy a 81 ans. C'est une ancienne mère de Hyde, une femme connue, respectée, encore active. Le 24 juin 1998, elle est retrouvée morte. Shipman affirme qu'il a vu ce jour-là et que la mort est naturelle. Mais sa fille, Angela Woodruff, elle est avocate, va remarquer quelque chose d'inacceptable. Un testament attribué à sa mère fait de Shipman le bénéficiaire principal de son patrimoine. L'acte est suspect, la signature semble douteuse, et surtout, l'idée même que Kathleen Grundy ait voulu laisser son argent à son médecin paraît absurde pour sa famille. Cette fois, l'entourage ne se contente pas de l'explication médicale. La police est alertée, le corps de Kathleen Grundy est exhumé. Des analyses révèlent la présence de morphine dans les tissus. À partir de là, l'affaire n'est plus une impression ni une rumeur, elle devient une enquête criminelle.
Le 7 septembre 1998, Harold Shipman est arrêté. Au départ, l'enquête tourne autour de Kathleen Grundy et du testament. Mais très vite, les policiers comprennent que cette mort peut n'être que la partie visible d'une histoire beaucoup plus vaste. Les enquêteurs élargissent alors leurs recherches, ils regardent d'autres décès, ils comparent les horaires, ils reprennent les dossiers médicaux, ils examinent les certificats et peu à peu un schéma apparaît. Les patients ne meurent pas seulement sous la responsabilité d'un médecin, ils meurent souvent après son passage. Plusieurs corps exhument présentent des traces compatibles avec une administration opioïde. Les dossiers paraissent parfois avoir été modifiés après coup, comme si l'histoire médicale avait été réécrite pour rendre la mort plus logique. C'est la force et l'horreur de cette affaire. Pendant des années, la parole de Shipman avait fermé les questions. Maintenant, chaque document qu'il avait signé se retourne contre lui. Les enquêteurs sélectionnent finalement 15 cas pour le procès, 15 femmes tuées entre 1995 et 1998. Ce chiffre est déjà terrifiant, mais il ne représente pas toute l'affaire. Il représente les cas que l'accusation peut porter devant un jury, avec les preuves les plus solides. Et face à cela, Shipman nie jusqu'au bout. Il ne donne pas d'explication claire, pas de confession publique, pas de reconnaissance sincère des faits. Le procès s'ouvre à Preston Crown Court. L'accusation doit faire comprendre au jury une chose difficile. Ces décès ne sont pas une série de coïncidences. Ce ne sont pas 15 morts naturelles mal interprétées. C'est un ensemble. Le 31 janvier 2000, le verdict tombe. Harold Shipman est reconnu coupable de 15 meurtres et de la falsification du testament de Kathleen Grundy. Il reçoit 15 peines de prison à vie. Le juge recommande qu'il ne soit jamais libéré. Il fait face à un médecin qui a fait passer son métier pour couverture. À ce moment-là, le Royaume-Uni comprend qu'il n'a pas affaire à un simple criminel. Quelques jours plus tard, son nom est effacé du registre médical. Symboliquement, c'est important, mais pour les familles, c'est évidemment trop tard. Les questions n'est plus seulement « comment a-t-il pu tuer ?», la question devient « comment a-t-il pu tuer aussi longtemps ?» Et cette question va mener à l'enquête publique Shipman, dirigée par Dame Janet Smith. Au procès, il y a 15 victimes. Mais après le procès, l'enquête publique va regarder beaucoup plus loin. Elle examine les décès certifiés par Shipman, les dossiers, les circonstances, les périodes de sa carrière. En 2002, l'enquête conclut qu'il a tué au moins 215 patients sur une période d'environ 24 ans. Puis le rapport final de 2005 porte l'estimation officielle autour de 250 victimes, avec des soupçons qui remontent au début de sa carrière, dès 1971. Et là, il faut s'arrêter une seconde. 250, ce nombre est totalement énorme qu'il devient presque abstrait. Mais derrière chaque chiffre, il y a une personne qui a ouvert sa porte à son médecin. Il y a une famille qui a cru à sa mort naturelle. Il y a des funérailles, des souvenirs, parfois des années de doute effacées par une seule phrase. Le docteur a dit que c'était normal. Le nombre exact ne sera probablement jamais connu. Beaucoup de corps ont été incinérés, beaucoup de morts ont été acceptés sans enquête approfondie, et Shipman, lui, n'a jamais donné la vérité aux familles. C'est une affaire criminelle, mais c'est aussi une affaire de silence. Le silence des dossiers, le silence des certificats, le silence d'un homme qui a refusé de parler. Il serait trop facile de dire, les gens auraient dû voir. La réalité est plus dérangeante. L'affaire Shipman montre qu'un système peut être vulnérable quand il repose trop fortement sur la confiance accordée à une seule personne.
Le médecin certifie la mort, le médecin explique la cause, le médecin connaît le patient, le médecin remplit les documents. Et si personne ne compare les données, si personne ne repère les répétitions, si les familles ne disposent pas d'un vrai espace pour signaler leurs doutes, alors un homme comme Shipman peut passer entre les mailles du filet. L'enquête officielle dira que les dispositifs de certification des décès, de crémation et de contrôle n'ont pas permis à la dissuader ni de détecter ces crimes. C'est une conclusion lourde parce qu'elle dépasse la personne de Shipman. Elle oblige à regarder les failles institutionnelles. Après sa condamnation, Harold Shipman est envoyé en prison. Il continuait de nier, il ne livre pas d'explication publique définitive. Son mobile reste incertain, les hypothèses existent, contrôle, pouvoir, pulsion, rapport à la mort, volonté d'attirer l'attention avec le testament de Kathleen Grundy. Mais aucune hypothèse ne peut être présente comme une certitude. Le 13 janvier 2004, un jour avant son 58e anniversaire, Harold Shipman meurt en prison à Wakefield. Il se suicide dans sa cellule. Pour certaines familles, cette mort est une deuxième violence, parce qu'avec lui disparaît une partie des réponses. Il ne disparaît pas pourquoi, il ne dira pas combien, il ne dira pas comment il a choisi chaque victime, il ne donnera pas aux proches la reconnaissance qu'ils attendaient. L'homme qui avait contrôlé tant des récits de mort termine sa propre histoire dans le silence. Harold Shipman n'est pas seulement l'histoire d'un tueur en série, c'est l'histoire d'une confiance détournée. La confiance dans un médecin, la confiance dans un certificat, la confiance dans une institution, la confiance dans l'idée que certaines personnes, par leur métier, sont forcément du côté du bien. Et c'est justement là le piège. Une société ne peut pas fonctionner sans confiance. Mais l'affaire Shipman rappelle qu'une confiance sans vérification peut devenir une faille. Depuis cette affaire, le Royaume-Uni a dû repenser à une partie de ses contrôles autour des décès, des prescriptions et de la surveillance médicale. Harold Shipman est né en 1946. Il est devenu médecin, il a construit une vie respectable, puis il a été condamné pour 15 meurtres. L'enquête officielle a estimé qu'il avait probablement tué environ 250 patients. Mais la phrase la plus importante n'est peut-être pas dans les chiffres. La phrase la plus importante, c'est celle-ci. Pendant des années, le danger n'avait pas l'apparence du danger. Il avait l'apparence d'un docteur de famille. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi. D'autres épisodes arrivent sur des affaires connues, des mystères, des histoires sombres et des dossiers de science-fiction ou d'horreur qui interrogent ce qu'on croit savoir. Ici, on ne raconte pas seulement des crimes, on raconte comment une histoire devient impossible à oublier.